Une lente et douloureuse agonie. C'est peut-être l'avenir de l'Union européenne si elle ne change pas radicalement. En tout cas, c'est l'avertissement de Mario Draghi. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, c'est celui qui a sauvé l'euro en 2012 avec sa célèbre phrase « quoi qu'il en soit ». Et il n'a pas tort. En 2007, l'économie de l'UE était en fait plus grande que celle des États-Unis. Aujourd'hui, les Américains ont pris de l'avance, environ 30%. Aïe. Mais au moins, nous avons réussi à dépasser la Chine. Le constat est encore plus inquiétant quand on regarde la productivité, c'est-à-dire ce que nous produisons à chaque heure travaillée. Par rapport aux États-Unis, l'écart ne cesse de s'agrandir. Alors, pour éviter que l'Europe ne prenne encore plus de retard, Mario Draghi a proposé l'an dernier un grand plan économique. En gros, une liste de 5 priorités. En 1, renforcer la sécurité. 2, simplifier les règles sans fin de l'UE. 3, libérer les capitaux pour stimuler l'innovation, remettre de l'ordre dans le marché de l'énergie. Et enfin, améliorer le budget européen. Et la semaine dernière, lors de son discours sur l'état de l'Union, notre présidente Ursula von der Leyen a confirmé We are tackling the key bottlenecks identified by the Draghi report. That's from energy to capital, from investment to simplification. Donc, un an après la publication du plan Draghi, est-ce que l'UE a vraiment avancé? Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul et c'est l'UE simplifiée. Dans cette vidéo, on va examiner ces 5 points et voir ce que l'Union européenne a concrètement réalisé. Puis, on fera un classement des progrès. De 1 sur 5, c'est-à-dire absolument aucun progrès, jusqu'à 5 sur 5, des progrès excellents. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai mon avis. Le premier point du rapport Draghi concernait le renforcement de la sécurité de l'Europe. Et cela joue en 2 volets. Développer l'industrie de défense et réduire les dépendances. Sur la défense, on pourrait croire que l'UE est déjà sur la bonne voie. En 2015, les pays de l'OTAN dépensaient en moyenne seulement 1,46% de leur PIB en dépenses militaires. C'est un niveau historiquement bas. Aujourd'hui, ce chiffre grimpe rapidement, avec en ligne de mire le nouvel objectif de l'OTAN, 3,5%. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le message de Draghi était clair. Il ne s'agit pas seulement de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Les pays européens doivent mutualiser leurs commandes, profiter des économies d'échelle au marché unique et appliquer un principe de « acheter européen ». L'UE a d'ailleurs commencé à bouger. Il y a désormais un commissaire européen à la défense. Bruxelles a publié une stratégie complète pour réarmer l'Europe. Et surtout, l'initiative SAFE, dotée de 150 milliards d'euros, qui a été lancée pour encourager les achats groupés et accroître les dépenses militaires. 19 pays ont déjà demandé des prêts avantageux pour renforcer leur capacité de défense, avec une condition très importante. 65% de cet argent doit être dépensé auprès de fournisseurs européens ou de voisins proches. Donc, un bon début. Mais le chemin reste long. Les États membres prévoient de dépenser 2000 milliards d'euros en défense d'ici 2031, ce qui rend le fonds de 150 milliards relativement modeste. Et avec un marché unique encore incomplet, qui selon Draghi fonctionne comme une taxe douanière de 64% sur l'équipement et de 95% sur les métaux, les inefficacités restent énormes. En matière de dépendance, l'UE reste très vulnérable sur les semi-conducteurs et les matières premières critiques. Mais des mesures commencent à être mises en place. Par exemple, l'acte sur les matières premières, qui vise à sécuriser l'accès aux ressources clés en exploitant davantage chez nous, en recyclant plus et en évitant de dépendre excessivement d'un seul pays. Ou encore l'acte sur les semi-conducteurs, qui cherche à mobiliser plus de 43 milliards d'euros d'investissement pour renforcer l'industrie européenne des puces électroniques et doubler sa part de marché mondial pour atteindre 20% d'ici 2030. Donc oui, il y a des progrès. Mais il reste encore largement porté par les capitales nationales, avec seulement un usage limité des synergies au niveau européen. C'est pour ça que je donnais à ce volet seulement 3 sur 5. Ensuite vient la simplification des règles européennes sans fin. Et là, Draghi aurait de quoi être fier. L'UE a présenté une longue liste de propositions pour réduire la charge administrative des entreprises, en particulier des petites. Au total, les économies attendues s'élèveraient à au moins 9 milliards d'euros. Prenons les règles de durabilité. Beaucoup moins d'entreprises seront désormais concernées par le reporting environnemental et celles qui le seront encore auront des obligations allégées. Les organisations patronales sont ravies. Les ONG écologistes, elles, sont scandalisées. Et au Parlement, la principale opposition vient de la gauche. Mais comme la droite dispose de la majorité, une grande partie de ce paquet a de fortes chances d'être adopté, même si tout n'est pas encore finalisé. Bientôt, on verra aussi arriver la proposition de législation 28e régime, un cadre optionnel valable dans toute l'UE que les entreprises pourront utiliser à la place des 27 systèmes nationaux. On l'appelle ainsi parce qu'il se superpose aux autres et propose un seul cadre de règles pour des domaines comme l'immatriculation, la fiscalité ou le reporting. J'imagine déjà Draghi sourire, car ici, les progrès sont réels et significatifs. Bien sûr, il reste du travail, mais ce volet mérite clairement un 5 sur 5. Le troisième axe du rapport Draghi, c'est combler le retard d'innovation avec les États-Unis. Et celui-là est crucial, car l'UE est très en arrière. Regardez les chiffres. En recherche et développement, l'Europe dépense moins de la moitié de ce que dépensent les États-Unis. Et si on regarde les logiciels et les services informatiques, c'est carrément gênant. À peine 1/10. Et pour les investissements en capital risque, l'UE est presque invisible sur le graphique. En 2024, les États-Unis tournaient autour de 200 milliards de dollars par an, contre à peine 20 milliards pour l'Europe. Mais alors, que fait l'UE pour corriger cela?
Eh bien, il y a quelques grandes initiatives. D'abord, l'Union de l'épargne et de l'investissement. Son objectif, enfin briser les barrières nationales dans les marchés de capitaux européens, des règles différentes sur les bourses, les faillites ou le droit des sociétés. Et c'est important, car près de 3/4 des innovateurs disent que ces différences freinent l'investissement. Ensuite, InvestAI. L'idée est de mobiliser 200 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle, dont un tout nouveau fonds de 20 milliards pour des gigafactories de l'IA, avec les premiers appels d'offres prévus plus tard cette année. Et enfin, la stratégie EU Apply AI. Le principe est simple, aider beaucoup plus d'entreprises à utiliser l'IA. Car, pour l'instant, seuls environ 13% des petites entreprises européennes le font. Alors ça, ce sont tous des bonnes idées. Mais pour l'instant, ce ne sont que ça, des idées. Comme pour beaucoup de propositions de Draghi, on voit déjà les résistances des gouvernements nationaux sur des sujets sensibles comme la fiscalité ou le droit de l'insolvabilité. Donc, même si ce domaine est essentiel, les avancées restent trop lentes. Ma note ici, 2 sur 5. Passons maintenant au 4e domaine, l'énergie. Le constat de Draghi était brutal. Le coût élevé de l'énergie en Europe étouffe nos industries. Il appelle donc à des investissements massifs, jusqu'à 500 milliards d'euros dans les réseaux électriques d'ici la fin de la décennie et à réduire notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Depuis, Bruxelles a promis de se passer totalement de l'énergie russe d'ici 2027 et a présenté un plan pour 8 nouvelles autoroutes de l'énergie afin d'améliorer le réseau européen. Et oui, la dépendance à la Russie a diminué. C'est un progrès et tant mieux. Mais en parallèle, Ursula von der Leyen s'est engagée à importer jusqu'à 750 milliards de dollars d'énergie américaine dans le cadre d'un accord commercial avec Washington. Si cela se confirme, on ne fait que remplacer une dépendance par une autre. Donc pour l'instant, beaucoup de grandes annonces, mais peu d'actions concrètes. Ma note, 1,5 sur 5, en attendant de voir des pas plus tangibles. Et enfin, terminons avec le budget pluriannuel de l'UE. La proposition de la Commission pour la période 2028 à 2034 prévoit 409 milliards d'euros pour financer le relance industrielle de l'Europe. Sans doute un bon point de départ aux yeux de Draghi. Mais voilà le problème. L'une de ses recommandations les plus manquantes, c'était d'instaurer un endettement commun européen pour financer les biens publics partagés. Sur ce point, aucun appétit, aucun progrès. Et la taille globale du budget, fixée à 1,26% du revenu national brut de l'UE, même en comptant le remboursement de la dette post-Covid, reste très en dessous de l'ampleur des défis décrits par Draghi. Donc, ma note ici est de 2 sur 5. C'est pas catastrophique, mais encore loin de l'échelle et de l'ambition dont l'Europe a réellement besoin. Voilà pour les progrès, un an après le rapport Draghi. En moyenne, sur l'ensemble des domaines, la progression atteint 2,7 sur 5. C'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas catastrophique. Et pour la France, ces initiatives européennes pourraient être une vraie opportunité. Prenons l'union des marchés des capitaux. Si davantage d'investisseurs financent des startups et des entreprises innovantes en Europe, les entreprises françaises pourront lever plus de fonds plus facilement. Cela signifie plus d'emplois, plus de croissance et surtout plus de revenus pour notre économie. Le 28e régime peut aussi jouer un rôle important. En offrant un cadre clair et unique pour les entreprises qui choisissent de s'y inscrire, les entreprises françaises pourraient réduire leurs coûts liés aux règles nationales complexes et se concentrer sur le développement et l'innovation. Moins de bureaucratie, ça veut dire plus de compétitivité. Et il y a un autre effet indirect mais crucial. Si l'économie française devient plus dynamique grâce à ces réformes européennes, cela peut nous aider à résoudre 2 gros défis nationaux. En 1, la retraite. Une économie plus forte génère plus de recettes fiscales et de cotisations sociales, ce qui peut soutenir notre système de retraite face au vieillissement de la population. Et en 2, la dette publique. En stimulant la croissance et les revenus de l'État, ces réformes peuvent contribuer à réduire le ratio dette-PIB, rendant notre endettement plus soutenable à long terme. En résumé, si l'Europe avance sur ces initiatives, ce n'est pas seulement bon pour l'Europe en général, mais c'est aussi une occasion pour la France de renforcer son économie, sécuriser notre système de retraite et mieux gérer notre dette. Dites-nous ce que vous en pensez du progrès dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!